Avertissement. Ce documentaire est fait pour un public aguerri. N'hésitez pas à faire une pause si nécessaire. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1931. Dans cette société, la reproduction sexuelle telle qu'on la conçoit de nos jours a totalement disparu. Les êtres humains sont tous créés en laboratoire. Les fœtus y évoluent dans des flacons et sont conditionnés durant leur enfance. Les humains qui ne vivent pas dans l'état mondial sont parqués dans des réserves sauvages, délimitées par des hautes barrières électrifiées. Elles ont été créées par l'état mondial à cause des conditions climatiques et géologiques peu favorables. Il n'a pas valu la peine ni la dépense de civiliser. Le président Franklin D. Roosevelt, 1935. En 1935, le président Franklin D. Roosevelt approuve le nouveau dessin du billet de $1, faisant figurer sur une monnaie américaine les deux faces du grand sceau des États-Unis. Sur la première face, un aigle étend ses ailes. Sur la seconde, un œil dans un triangle rayonne au sommet d'une pyramide inachevée de 13 rangs. Surtitré en latin, Haeunit Coepsis. Elle approuve notre entreprise. Et sous-titré Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des siècles. Il serait la preuve d'une machination des francs-maçons. Union Now, Clarence Strait, 1939. La première thèse du livre précise que l'objectif principal est le gouvernement mondial. Ainsi, le second chapitre de Union Now est intitulé Le problème prioritaire, le gouvernement mondial. The New World Order, H.G. Wells, 1940. Dans The New World Order, Wells a proposé un cadre de fonctionnalisme international qui pourrait guider le monde vers la paix et mettre fin au conflit. Pour atteindre ces objectifs, Wells a affirmé qu'un gouvernement mondial aurait besoin d'être formé pour défendre les droits de l'homme. Ésotérique Psychologie, volume 2, Alice Bay, 1942. Nous sommes préoccupés par un seul sujet, l'inauguration d'un nouvel ordre mondial. Pour ce faire, nous devons reconnaître la situation telle qu'elle est. Nous sommes occupés à former un nouveau parti qui rassemblera dans ses rangs tous les hommes de paix et de bonne volonté, sans intergérer avec leur loyauté et leurs efforts spécifiques, modifiant probablement considérablement leurs méthodes basées sur l'ordre ancien. 1984, George Orwell, 1949. 1984 est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation, de la dystopie, voire de la science-fiction en général. La principale figure du roman, Big Brother, est devenue une figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance ainsi que de la réduction des libertés. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Retour au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1958. Dans Retour au meilleur des mondes, il conclut que notre monde se mettait à ressembler à celui de son roman. Huxley analysa les causes de cet état de fait et en déduisit que cette évolution était due en grande partie à la surpopulation, ainsi qu'à tous les moyens de contrôle disponibles sur les populations. Il était particulièrement intéressé par les effets de l'usage occasionnel de la drogue ainsi que par les messages subliminaux. Propaganda, Edward Bernays, 2007. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Richard Gardner, Foreign Affairs, avril 1974. The Hard Road to World Order, page 558. La demeure de l'ordre mondial devra être construite en partant du bas plutôt qu'à partir du haut. Mais le contournement de la souveraineté nationale en l'érodant morceau par morceau réussira beaucoup plus que le démodé assaut frontal. Gardner est membre du CFR et également de la commission trilatérale. Carol Quigley, 1975. Tragedy and Hope, 1966, page 324. Les puissances du capitalisme financier avaient un plan de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale d'un seul tenant. Quigley était consultant au département de la défense des États-Unis. Président George Herbert Walker Bush, 1990. Discours du président américain au Congrès le 11 septembre 1990. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le golfe Persique, malgré sa gravité,
offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour. Une nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de justice et plus sûre dans la quête de la paix. David Rockefeller, 2006. Mémoire, page 405. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis. Et ils représentent ma famille et moi comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. François Hollande, 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes, tous ceux qui ont une conception multilibérale de l'organisation du monde. Extrait du discours à l'université d'été du PS en 2008. Jacques Attali, 3 mai 2009, pendant la crise de la grippe H1N1. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Nicolas Sarkozy, 2009. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que le conservatisme et les immobilismes. Extrait du discours de Nicolas Sarkozy lors du discours des vœux au corps diplomatique étranger le 16 janvier 2009. Gordon Brown au G20 en 2009. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Javier Solana, 2010. L'Europe peut et doit être, si vous me permettez l'expression, une sorte de laboratoire de ce que pourrait être un gouvernement mondial. Discours à l'École supérieure d'administration et de direction d'entreprise en 2010. José Manuel Barroso, 2012. Les nations souveraines du passé ne peuvent plus résoudre les problèmes du présent, et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers le monde organisé du futur. Cette vision fédéraliste et cosmopolitaine est l'une des plus importantes contributions que vous pouvez apporter à un ordre global en cours de réalisation. Discours lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne en 2012. Emmanuel Macron, 26 septembre 2018. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de s'attaquer aux causes réelles des déséquilibres mondiaux que sont les inégalités pour pouvoir bâtir un nouvel ordre mondial. Amadou Ba, 24 juin 2020. Amadou Ba, ministre sénégalais des Affaires étrangères, estime que la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 impose un repositionnement stratégique de l'Afrique au cœur des relations internationales. Le coronavirus impose une reconfiguration des relations internationales. Frappé de plein fouet par la pandémie, le monde doit redéfinir ses priorités et négocier le pacte qui prévalait depuis plusieurs décennies. Ce nouvel ordre mondial, qui postule un repositionnement de l'Afrique au cœur des relations internationales, n'est pas seulement légitime, il est impératif. Christophe Castaner, 7 novembre 2020. Christophe Castaner a tweeté le message suivant. Aux côtés des députés La République En Marche, je félicite Joe Biden, nouveau président élu des États-Unis. Plus que jamais, l'amitié entre nos deux pays sera un moteur pour construire un ordre mondial plus apaisé et tourné vers la transition écologique. Quelques corporations et organisations. The Cardi Group, Foreign Affaires, le Club de Rome, la Trilatérale, Rennes Corporation, le Club de Bilderberg, les francs-maçons. Rudi Reichstadt, fondateur et auteur principal du site Conspiracy Watch, rédacteur en chef de ce dernier. Benoît Bréville, rédacteur au Monde diplomatique, estime que Rudi Reichstadt n'a rien d'un chercheur, que son site relève davantage du blog collectif que d'un quelconque observatoire, qu'il n'aime pas les critiques.
Sondage sur le complotisme, critique de l'étude IFOP Rudi Reichstad de Conspiracy Watch, janvier 2018. La qualité de cette publication est particulièrement calamiteuse, le classement de ce sondage dans la catégorie fake news s'impose presque de lui-même. Un sondage idiot. Ce sondage mélange tout et n'importe quoi et n'a aucune valeur scientifique. Une étude qui pose de nombreux problèmes. Plusieurs problèmes méthodologiques. Le problème méthodologique de ce sondage fait qu'il participe à un brouillage des repères. Le nouvel ordre mondial, préconisé par le président George Bush au lendemain de la dissolution du pacte de Varsovie, prévoyait une convergence générale des États vers le libéralisme économique, une mondialisation sous supervision de l'Organisation mondiale du commerce. Il supposait une gouvernance globale sous leadership américain qui permettrait de s'attaquer enfin aux défis transnationaux tels que la prolifération nucléaire, le changement climatique et le terrorisme. La gravité de cette fracture ne sera visible qu'au cours des semaines et des mois à venir et jettera les bases d'un futur nouvel ordre mondial. Face à ces imposteurs intellectuels, que la réinformation commence. Comprendre le nouvel ordre mondial en 10 chapitres. Qu'est-ce que la propagande? La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. Quel est le but de la propagande? La propagande a en effet connu un extraordinaire développement depuis la Première Guerre mondiale, Première Guerre industrielle, totale, où il était essentiel d'enrôler toute la population. Forger la conviction, parfois jusqu'au fanatisme, est indispensable au bon déroulement de la guerre et à l'acceptation des sacrifices à consentir. La guerre exige de l'argent et des hommes. La propagande doit veiller à ce que l'État ait les deux en suffisance. Seconde Guerre mondiale. Le mouvement s'intensifie avec la Seconde Guerre mondiale. Pour les États totalitaires, la propagande est essentielle pour soumettre la population en empêchant tout esprit critique, afin de mener à bien l'acceptation sans nuance des idées du parti dominant. Première Guerre mondiale. Les États-Unis déclarent la guerre en avril 1917. L'opinion publique y est fortement opposée. Pour la faire changer d'avis, le président Wilson met sur pied la Commission publique information, appelée aussi Commission Creel du nom du journaliste George Creel qui la dirige. Qu'est-ce que la Commission Creel? Cette commission comprend des journalistes, des intellectuels, des publicistes et est une véritable officine de propagande moderne, éditant et publiant des affiches, des tracts, des caricatures, des films, des articles de presse, dans le but de mobiliser les gens, leur faire partager le point de vue du gouvernement, distiller la haine de l'ennemi. Le succès extraordinaire a incité les entreprises, après la guerre, à faire appel à certains des membres de cette commission, comme Edward Bernays, pour vendre leurs produits. Edward Bernays, Commission Creel. Après avoir été l'attaché de presse du ténor Caruso ou des ballets russes, le New-Yorkais Edward Bernays a participé, aux côtés du président Wilson, à la commission Creel qui permit de retourner l'opinion publique américaine en faveur de l'entrée de la Première Guerre mondiale. Il retourne ensuite régulièrement en Europe, où il passe des vacances avec son oncle Freud, dont les théories sur l'inconscient le fascinent. De retour aux États-Unis, il décide donc de monter sa propre entreprise de propagande au service de l'industrie. Dans les années 1920, Edward Bernays travaille pour l'entreprise Lucky Strike, dont les ventes de cigarettes sont en baisse. Selon son mantra, il va souffler aux gens les rêves avant qu'ils les aient rêvés. À l'époque, une femme qui fume, c'est très mal vu, même dans cette Amérique faite de puritanisme de façade. Or, Bernays sait que les mouvements d'émancipation des femmes ont le vent en poupe aux États-Unis. Il va donc exposer sa théorie, purement psychanalytique. La cigarette est un symbole phallique asseyant la domination des mâles. Le 31 mars 1929, un défilé très couru a lieu à New York. Edward Bernays jette son dévolu sur cet événement et organise son coup. Il réunit plusieurs dizaines de femmes, toutes triées sur le volet, jeunes, jolies, en bonne santé et élégantes, à qui il distribue des paquets de Lucky Strike et attribue un emplacement précis. Il convoque la presse de tout le pays, leur promettant un événement majeur.
Le jour J, tout est en place. Les festivités battent leur plein. La foule est dense. Bernays, dissimulé dans la foule, donne un signal convenu. En pleine foule, sous l'œil des photographes de presse, des dizaines de femmes sortent en même temps leur paquet de cigarettes et commencent à fumer. Aux journalistes et aux curieux venus les interroger, elles expliquent que ce sont les Torch of Freedom, en référence à la Statue de la Liberté. Le discours soigneusement calibré par Bernays lui-même. Dans les semaines qui suivirent, des millions de femmes à travers les États-Unis se précipitèrent pour fumer, non par goût ou envie, mais juste pour symboliser leur liberté. Les actionnaires de l'American Tobacco Company touchèrent des dividendes substantiels et Edward Bernays empocha des honoraires conséquents. Edward Bernays considérait que le peuple était incapable de penser et qu'il devait être guidé par une élite. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, un journaliste américain a raconté que l'un de ses livres se trouvait dans la bibliothèque du nazi Joseph Goebbels. Un comble pour cet Américain qui n'a cessé de défendre l'idée que ces pratiques protégeaient la démocratie. Gustave Le Bon, Psychologie des foules. La psychologie des foules est un ouvrage dans lequel Gustave Le Bon note et analyse les bases de la manipulation des masses. L'individu, faisant partie d'une foule, n'est plus conscient de ses actes. Chez lui, comme chez l'hypnotisé, tandis que certaines facultés sont détruites, d'autres peuvent être amenées à un degré d'exaltation extrême. L'individu en foule n'est plus lui-même, mais devient un automate que sa volonté est devenue impuissante à guider. L'individu en foule est un grain de sable au milieu d'autres grains de sable que le vent soulève à son gré. Et c'est ainsi qu'on voit des jurys rendre des verdicts que désapprouverait chaque juré individuellement. Des assemblées parlementaires adopter des lois et des mesures que réprouverait en particulier chacun des membres qui les composent. L'individu peut accepter la contradiction et la discussion, la foule ne le supporte jamais. L'orateur, en communication intime avec la foule, sait évoquer les images qui la séduisent. L'impuissance des foules à raisonner juste les prive de tout esprit critique, c'est-à-dire de l'aptitude à discerner la vérité de l'erreur, à formuler un jugement précis. Les jugements qu'elle accepte ne sont que des imposés et jamais des jugements discutés. Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Le mouvement des Gilets jaunes en est une belle illustration. Dans le film L'étuche, 31 janvier 2018, on voit ces gilets jaunes manifester. Le mouvement en France débutera à partir du 17 novembre 2018. La gestion du coronavirus en est une autre. Communication, ingénierie sociale. La communication se modernise. Si les affiches restent toujours importantes, le principal impact vient de la télévision où les conseillers en images, les publicitaires, le médium télévisuel imposent une coupe de cheveux, un tailleur, un maintien, une gestuelle destinée à séduire et installer une certaine image de l'homme-femme politique. Le médium télévisuel se contente de vendre son opium. Un tirage de cartes, et voilà que le téléspectateur change de cap. Les meetings bon enfant sont devenus des grandes messes de la communication dont la mise en scène suppose une régie du son et de la lumière, un metteur en scène. Les journalistes ne posent plus des questions importantes, tout est mis en place pour brosser les candidats dans le sens du poil. Enfin, c'est le cas pour les partis étant dans la vision élitiste des corporations. La communication d'État tient parfois de la désinformation. Ainsi en a-t-il été pour les armes de destruction massive qui auraient été détenues par l'Irak en dépit des demandes de la commission de contrôle. C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'espionnage, le plus meurtrier aussi. Une mystification imaginée par un quidam qui a servi de prétexte principal à l'invasion de l'Irak il y a 10 ans. Cette extraordinaire affaire est apparue au grand jour le 5 février 2003 à l'ONU. Ce soir-là, dans un discours resté célèbre, le secrétaire d'État américain, Colin Powell, lançait au monde « Il ne peut faire aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques et qu'il a la capacité d'en produire rapidement d'autres, en nombre suffisant pour tuer des centaines de milliers de personnes. Comment ? Grâce à des laboratoires mobiles, clandestins qui fabriquent des agents atroces tels la peste, la gangrène gazeuse, la bacille du charbon ou le virus de la variole. Sûr de son fait, le puissant américain ajoute « Nous avons une description de première main de ces installations de la mort ». En cas de guerre, l'État contrôle et encadre strictement les correspondants de guerre qui ne filment et écrivent que sur accréditation, trucage, manipulation, obstruction, tentant de verrouiller le discours officiel. Publicité. La publicité vise à la conviction des masses dans une logique de consommation. Elle tend à éveiller les besoins liés à des désirs inconscients. La société de consommation pousse les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin mais dont ils ont envie, utilisant les sciences cognitives à nouveau à travers le neuromarketing.
À la fin du XXe siècle, diverses sociétés commerciales ont soutenu financièrement de nombreux travaux utilisant l'encéphalographie et d'autres outils de neurophysiologie pour développer le marketing grâce à une meilleure compréhension des réponses comportementales inconscientes face à la publicité ou aux programmations télévisuelles par exemple. Neuromarketing. L'utilisation publique du mot neuromarketing semble dater de 2002. D'une part, Smith dans un discours inaugural à l'Institut de gestion Erasmus, et d'autre part, outre-Atlantique dans un communiqué de presse de l'Institut Bright House Institute for Truth Science basé à Atlanta, qui, après avoir testé en IRM les réponses cérébrales de volontaires face à des aliments, publicités, modèles de voitures et d'autres catégories de sujets, annonçait mettre en place une entreprise baptisée Bright House Neurostrategy, utilisant l'IRMF au service de la recherche sur le marketing. Selon l'entreprise, le neuromarketing allait permettre au marketing d'être plus performant, mais aussi permettre de mieux comprendre pourquoi les campagnes utiles contre le tabac, l'alcool ou d'autres drogues par exemple étaient si peu efficaces. En 2004, le directeur exécutif du commercial Alert, un groupe cofondé par Ralph Nader, envoie une lettre aux membres du comité du Sénat américain qui supervise le commerce interétatique, notant que les spécialistes du marketing utilisaient l'IRMF, non pas pour guérir les malades, mais plutôt pour sonder la psyché humaine dans le but de l'influencer. Ils ont rapidement demandé au Bureau fédéral de la protection de la recherche humaine et au Sénat américain d'enquêter sur les recherches de Bright House. Le site web de Bright House Neurostrategy a rapidement été fermé. Le neuromarketing présente deux types d'applications. Première application, celle des connaissances sur le fonctionnement cérébral pour rendre plus efficace la communication quel que soit son format, papier, audiovisuel, etc. Et son but, publicité, information, etc. Ceci vise à améliorer les caractéristiques soit de l'outil, soit de sa diffusion, neuroplanning. Deuxième utilisation, celle d'outils de mesure de l'activité cérébrale, tels l'électroencéphalographie, l'IRM fonctionnel, l'IRM de diffusion, l'imagerie spectroscopique proche infrarouge ou de l'activité physiologique, conductance cutanée, électromyographie, oculométrie, mesures psychophysiques, comme la dilatation pupillaire, etc. Dans une visée marketing, cet outil permettrait par exemple de mesurer les niveaux d'attention et d'émotion générés par un spot de publicité en évitant certaines limites des méthodes dites déclaratives basées sur l'interrogation du consommateur. Manipulation. Utiliser la recherche neuronale dans le but d'influencer les choix des consommateurs est donc comparable à une forme de manipulation mentale plus poussée que les publicités conventionnelles. Et que dire du neuromarketing amoureux avec tous ses débordements? Certains chercheurs, comme Didier Courbet, ont également porté la critique à deux niveaux. Premièrement, l'utilité concrète du neuromarketing pour les entreprises resterait très limitée. Deuxièmement, le neuromarketing et les organisations commerciales qui l'utilisent cherchent à influencer sans que le citoyen en ait conscience. Les désirs en amont de l'achat cherchent de facto à réduire leur liberté de choix. Or, si les sociétés se veulent démocratiques, les citoyens se doivent d'être informés des tentatives de manipulation, notamment via les médias de masse dont ils font l'objet. L'usage même de neuromarketing devrait donc être soumis à un large débat public et démocratique. La propagande, comme la publicité, se base sur des études sociologiques, psychologiques, voire même psychiatriques pour manipuler l'inconscient, les désirs refoulés, les réflexes des individus ou des foules. En démocratie, l'opinion publique peut être manipulée par les autorités qui imposent leur imaginaire, leurs codes, leurs priorités, leur sens de l'histoire. Elles estiment qu'une minorité d'hommes intelligents et responsables doit diriger la masse incapable de juger correctement les affaires publiques car elle est dirigée par des forces irrationnelles, inconscientes, des pulsions animales. Ce que George Orwell nomme la novlangue voit le jour aujourd'hui. Exemple, frappe aérienne pour bombardement, dommages collatéraux pour victimes civiles, solidarité pour impôts, intervention humanitaire préventive pour expédition militaire. On accorde des étiquettes péjoratives à un nom, à un personnage ou à un groupe de façon à évoquer des images négatives. Les médias faisant en sorte que fake news soit associé au complotisme, faisant un cocktail nauséabond en mélangeant complot avéré, théorie du complot et également l'idéologie sous le seul terme de complotisme. La censure. La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir étatique ou religieux par exemple sur des publications, des pièces de théâtre, des films ou diverses œuvres d'art avant d'en permettre la production et la diffusion publique.
Pendant la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme solennellement « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Article 10 et la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. Article 11. En d'autres termes, il est possible de sanctionner une publication, mais en aucun cas d'empêcher celle-ci. Presque supprimée en fait depuis 1789, à peu près abolie en droit par le décret du 13 janvier 1791, la censure est rétablie par le décret du 2 août 1793 qui ordonne la fermeture des théâtres et l'arrestation des directeurs coupables de jouer des pièces inciviques. Puis le Conseil général de la commune leur fait la loi. Enfin, le 21 mai 1794, la Convention ressaisit la censure, qu'elle attribue à son comité d'instruction publique. Celui-ci prend fort au sérieux ses pouvoirs, morigène, directeur, auteur, et contient le zèle des ultra-révolutionnaires. En 1810, un décret de Napoléon rétablit officiellement la censure, suit une succession de suppressions et de rétablissements de la censure. Les articles ou dessins censurés étaient alors remplacés par des espaces blancs. La censure disparaît officiellement lors de la promulgation de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Cette loi confie au système judiciaire l'essentiel du contrôle des informations publiées en France. Ce contrôle s'effectue après diffusion, ce qui limite les abus de pouvoir. La censure n'a jamais été officiellement rétablie en France comme dans les époques passées, sauf en temps de guerre, notamment lors des deux guerres mondiales avec le retour des espaces blancs dans les pages. Sous le régime de Vichy, on alla plus loin et la censure devint préventive. Ainsi, les directeurs de journaux recevaient-ils de l'autorité compétente des consignes sur les informations à mettre en évidence en première page, à éliminer ou à réduire à l'état d'entrefilet dans les pages les moins lues. Le Canard enchaîné à ses débuts dut se débattre contre la censure en adoptant son ton ironique pour la détourner. De nombreux articles, même anodins, étant censurés. La France est 34e au classement mondial de la liberté de la presse. La loi contre les fake news est déjà à un stade bien avancé. Rebaptisée loi de fiabilité de confiance de l'information, elle est adoptée par le Parlement le 20 novembre et promulguée le 22 décembre 2018. Cela a permis en réalité de mettre les sujets de fausses nouvelles sur la table. Et les médias, avec le sondage sur le complotisme et les Français, pour la Fondation Jean Jaurès, Rudi Reichstadt, étude réalisée les 19 et 20 décembre auprès d'un échantillon de 1000 personnes, les médias titrant partout 8 Français sur 10 complotistes, alors qu'Emmanuel Macron a fait part de son intention de s'attaquer aux fake news. Un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'observation Conspiracy Watch montre que 8 Français sur 10 croient au moins une des grandes théories du complot. Pour mener à bien son sondage, l'IFOP a soumis sur internet un questionnaire à un échantillon de 1252 personnes dont il a testé les réponses à plusieurs théories complotistes. Déjà, un panel de 1252 personnes n'est vraiment pas représentatif d'une population de 67 millions d'habitants. Ensuite, le cocktail est le suivant: les vaccins, le sida, l'État islamique, les sociétés secrètes, le nouvel ordre mondial, les chemtrails, l'usage d'armes climatiques, l'assassinat du président Kennedy, la Terre plate. Alors je tenais à vous faire un petit rappel sur les propriétaires des principaux instituts de sondage qui sévissent en France: CSA, groupe Bolloré, BVA, groupe Bolloré et Rothschild, IFOP, en partie par l'ex-présidente du MEDEF, Ipsos, Pinot et Fidelity, un fonds d'investissement US, Sopre, Fidelity, et ce Rudi Reichstadt, imposteur intellectuel, vient dans son sondage datant du 19 et 20 décembre 2017, publié début janvier 2018, associer les sondés complotistes avec leur appartenance au parti de Mélenchon et de Le Pen. Pourtant, le 23 janvier 2018, il fait rediffuser un de ses documentaires sur France 3 intitulé « Complotisme, les alibis de la terreur », où il explique que le complotisme est le premier pas lié au radicalisme. Le Figaro titre son article « Quand complotisme rime avec djihadisme ». Le documentaire choque. Georges Benayou et Rudi Reichstadt sont les auteurs de ce torchon. Donc pour Rudi, selon son humeur, un coup le complotisme est lié à des politiques comme Le Pen et Mélenchon, puis dans le même temps, il se contredit en disant que c'est un palier vers le radicalisme du djihadisme. C'est le grand écart là. La neutralité du net, ou neutralité de réseau, est un principe devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet.
Ce principe exclut par exemple toute discrimination positive ou négative à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. La neutralité du net exclut toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Ainsi, ce principe garantit que tous les utilisateurs ne feront face à aucune gestion du trafic Internet qui aurait pour effet de limiter ou améliorer leur accès aux applications et services distribués sur le réseau. Les fournisseurs d'accès Internet sont généralement des sociétés commerciales privées attendant un rapide retour sur investissement. Ils sont aussi souvent producteurs de contenu, sites Internet, vente en ligne, fourniture de services vidéo à la demande, etc. Sans une neutralité du net encadrant leurs pratiques, leur tendance naturelle serait de privilégier les utilisateurs de leur propre site et services, voire d'introduire des priorités selon les formules tarifaires de leurs abonnés. Le fournisseur d'accès serait un roi sans garde-fou. Le 11 juin 2018 marque l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fédérale des communications mettant fin à la neutralité du réseau aux États-Unis. En septembre 2018, l'État de la Californie rétablit ce principe fondateur d'Internet. L'administration fédérale de Donald Trump lance des poursuites judiciaires contre cette nouvelle loi protégeant la neutralité du net. D'autres États américains prévoient d'instaurer des règles de protection de la neutralité du net malgré l'interdiction de la FCC datant de juin. En avril 2019, la Chambre des représentants vote le Save the Internet Act afin de rétablir le principe de neutralité du net aboli en juin 2018. La Maison-Blanche menace de mettre son veto si ce projet de loi était approuvé par le Sénat. En France, la loi numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui transpose le règlement européen 2015-2020 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un Internet ouvert confie l'ARCEP la mission de protéger la neutralité de l'Internet. Article loi 31-1 du Code des postes et des communications électroniques. Le cinéma apparaît à la fois comme le miroir de la société. Il la reflète, il la met en scène, il en livre une représentation. Et à la fois, comme son éponge, il s'en imprègne et il n'est finalement que le produit des représentations sociales, des luttes, des rapports sociaux en cours. Le film peut être le réceptacle et en même temps le diffuseur des représentations, des fantasmes, des tabous d'une époque. Le film donne à voir une image censée être véridique et plus saisissante qu'une photo. Hitler l'a très bien compris dans Mein Kampf, l'art de la propagande consiste à être capable d'éveiller l'imagination publique en faisant appel aux sentiments des gens, en trouvant des formules psychologiquement appropriées qui attirent l'attention des masses et toucheront les cœurs. L'image, sous toutes ses formes jusqu'au film, a encore plus de pouvoir sous ce rapport. Là, l'homme doit encore faire moins intervenir sa raison. Il lui suffit de regarder et de lire tout au plus les textes les plus courts. Le cinéaste Leni Riefenstahl, en filmant les grands rassemblements nazis, Nuremberg 1934, Sieg des Globens et les Jeux Olympiques de Berlin 1936, Olympia 1938, met en pratique les principes édictés par Hitler. Les films de fiction ont également été enrôlés dans l'effort de guerre, que ce soit en 1940-45 ou aujourd'hui avec la guerre en Irak. Durant la Seconde Guerre mondiale, on fait appel à des grands réalisateurs hollywoodiens pour faire des films de propagande grand public. En 1942, le général George C. Marshall ordonne la création du Army Pictorial Service au sein du US Army Signal Corps pour produire des films destinés à l'entraînement, l'endoctrinement et les loisirs des forces américaines et alliées. L'APS va produire plus de 2500 films durant la guerre. Aujourd'hui encore, les autorités américaines financent certains films de fiction grand public qui défendent leurs idées et positions. Exemple, The Sum of All Fears 2002. Depuis le succès des films, les grands partis politiques n'hésitent pas, même en démocratie, à utiliser ce média populaire à des fins de propagande à destination de leurs militants en commanditant des films partisans, courts ou moyens métrages, des documentaires ou de simples extraits de discours bien montés. Les films d'animation deviennent aussi des armes de propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, des films d'animation défendent et expliquent la politique expansionniste du pays en Asie du Sud-Est. Ces films exaltent le héros japonais qui triomphe de tous ses ennemis. Ces derniers sont souvent tournés en dérision. Aux États-Unis, dès Pearl Harbor, Disney et les studios Warner doivent vulgariser les enjeux du conflit, développer la fibre patriotique, stigmatiser l'ennemi.
Par ses ressorts propres et sa mise en scène attractive, le dessin animé est alors un formidable instrument de manipulation. Il acquiert un pouvoir d'influence considérable et devient un allié important de la propagande politique. Les dessins animés emploient la caricature animalière dans la tradition des fables de La Fontaine. Ainsi, Hitler est le grand méchant loup, car le loup, toujours porteur de symboles négatifs, représente tout ce qui a toujours suscité la peur dans le monde occidental. The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney sous le nom Disney Brothers Studios. Elle est en 2012 le premier groupe de divertissement au monde présent dans l'industrie des médias, journaux, radio, télévision, internet, avec des émissions et séries télévisées alias Desperate Housewives, etc. Du cinéma avec des courts-métrages d'animation Mickey House, Donald Duck, Dingo, etc. Des longs-métrages d'animation et des films en prise de vue réelle dans l'industrie du tourisme, parcs d'attractions dont Disneyland et Walt Disney World Resort, hôtels, bateaux de croisière et des loisirs, spectacles, ainsi que les productions dérivées de ces nombreuses productions, jeux et jouets, jeux vidéo, vêtements, etc. Elle assure aussi la distribution de productions de tiers. Le studio diversifie ses productions cinématographiques en créant ou en achetant d'autres studios, Miramax, Touchstone, Hollywood. Au milieu des années 1990, l'entreprise se diversifie dans les nouvelles technologies liées à Internet, Walt Disney Internet Group, les jeux vidéo, Disney Interactive, et devient un important groupe de médias avec l'achat d'ABC ESPN, production et rediffusion télévisuelle radio. Le début des années 2000 est marqué par des problèmes financiers variés et la vente de certaines filiales. Mais en parallèle, l'entreprise réalise de nombreux achats de sociétés dans les domaines variés, Internet, télévision, jeux vidéo, etc. La fin des années 2000 voit l'entreprise devenir gestionnaire et distributrice de licences avec entre autres les catalogues Disney, de Baby Einstein, des Muppets Jetix, de Pixar, acheté en 2006, de Marvel, acheté en 2009, de Lucasfilm, acheté en 2012 et le 14 décembre 2017, Disney annonce acheter plusieurs actifs du groupe 21st Century Fox, dont la 20th Century Fox, Sky comprenant Sky Italia et Sky Deutschland, Star India, Fox Sport Net et en 2019, Comcast achète Sky tandis que Disney finalise le 20 mars 2019 l'achat de 20th Century Fox et de Star India. Quasiment tout le monde a vu un Disney étant enfant ou avec son enfant. On se dit que mettre un film Disney est sans danger pour nos enfants, que les histoires transmettent des bons messages, que c'est adapté pour leur âge. Tous les enfants connaissent Disney. Certains sont fans des films Pixar, Cars, Toy Story, Ratatouille ou encore des Indestructibles du monde de Nemo. Nos enfants subissent le marketing, les publicités, etc. afin de consommer ce type de contenu et les dérivés qui vont avec. Certains n'ont même pas le temps d'être en face des publicités que leurs parents instinctivement ont trouvé bon de leur faire visionner ce genre de film animé. Mais cela est dangereux. Les films Disney transmettent des idées sataniques, des messages subliminaux, francs-maçons, pour mieux endoctriner et conditionner nos enfants, afin de faciliter leur objectif de manipulation. Cela fait des décennies que ça dure. Les films Disney ont bercé l'enfance et l'adolescence de millions d'enfants avec Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin. Tous ces films en réalité sont malsains et nous pouvons nous en rendre compte bien plus tard. Disney est un véritable empire satanique qui s'immisce dans nos foyers pour le détruire. Faire en sorte que les enfants délaissent leur famille, s'attachent à la magie plutôt qu'au monde réel. Walt Disney est un monde maléfique et le satanisme est intégré dans presque tous les films de cette production. Toute la production de Disney est conçue pour endoctriner les enfants. Derrière les belles images et les belles histoires se cachent en réalité des messages démoniaques, des messages subliminaux, certains agissant sur le subconscient. Tout est pensé pour entraîner nos enfants vers le satanisme avec les risques que cela comporte. Mal-être, dépression, perte de repères, rébellion, mépris des autres, fascination pour le morbide, la violence, le suicide. La première chose est de jouer sur son subconscient, de l'emmener à détester un monde réel, empli de méchants, de mauvaises choses pour un monde magique, un monde qui existe à travers le virtuel et à travers leur magie ou par la pratique du satanisme, la magie. Il suffit d'observer leur logo. Remarquez le W qui cache un 6, dans le I il y a un 6, et dans le Y se trouve un 6. Le nombre de la marque de la bête est 666. Il se lit à l'inverse aussi, dans le W qui cache un 6, dans le D se cache un 6, et dans le S se trouve un 6. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Jean
Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Dès le début, on nous annonce la couleur, et beaucoup restent aveugles devant ce qui est évident. Certains Disney contiennent des messages racistes ou sexuels. Vous vous souvenez de Fantasia? Dans sa version originale, un centaure femelle se fait récurer les sabots par un esclave noir avec des grosses lèvres et des cheveux crépus. Ce n'est qu'en 1960 que la scène est coupée au montage. Que dit Disney? La compagnie nie les faits. En 1951, Walt Disney sort la BD Mickey Mouse and the Medicine Man, dans laquelle Mickey et Dingo sont présentés comme des trafiquants d'une drogue baptisée Peppo, qui désigne de l'amphétamine. À l'époque, totalement légale, les drogues avaient encore le vent en poupe et les campagnes de prévention ainsi que les risques encourus étaient très peu évoqués. Réalisé en 1940, le film Fantasia joue sur le sens des spectateurs à travers une expérience sonore et visuelle. Walt Disney et Leopold Stokowski souhaitaient aller plus loin dans l'immersion et ils envisageaient de diffuser différents parfums dans les salles de cinéma au moment du film. Autant de parties pris qui rappellent les effets du LSD. Vision colorée intense, forme fluide qui change rapidement, modification des sensations, humeur, pensée et perception du monde extérieur. On pense notamment à la séquence de toccata et fugue en ré mineur, illustrée par des formes abstraites et colorées qu'on peut qualifier de psychédéliques. D'après l'historien Jimmy Kempfer, le projet Fantasia serait apparu après un voyage au Mexique où des proches de Walt Disney auraient essayé les psilocybes, des champignons à effet psychotropes. L'auteur biologiste Jean-Marie Plette rappelle dans son ouvrage Drogue et plantes magiques que la Fantasia est l'une des phases liées à la prise de drogue qui provoquerait un syndrome délirant et franchement hallucinatoire. Alice au pays des merveilles, du gâteau mange-moi, l'expression fall down the rabbit hole qui signifie tomber dans le terrier du lapin, une expression britannique également liée à la prise de drogue hallucinogène, autant de références que l'on retrouve dans le long métrage de 1951. On comprend mieux pourquoi Alice au pays des merveilles semble aujourd'hui être le Disney le plus barré. Les Simpsons, The Simpsons, est une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Groening et diffusée depuis le 17 décembre 1989 sur le réseau Fox, désormais propriété de la The Walt Disney Company. Matthew Abraham Groening, né le 15 février 1954 à Portland, Oregon, est un dessinateur, scénariste et producteur de télévision américaine. Il est le créateur du comic strip Life in Hell et des séries télévisées d'animation Les Simpsons, Futurama et Désenchantés. Life in Hell est une bande dessinée hebdomadaire qui met en scène des lapins anthropomorphiques et un couple d'homosexuels. On ne sait pas s'ils sont en couple ou s'ils sont frères ou les deux. Groening utilise ces personnages pour examiner un large éventail de thèmes tels que l'amour, le sexe, le travail et la mort. Ses dessins sont pleins d'angoisse, d'aliénation, d'auto-haine, de peur et de malheur inévitables. En 1996, la viande de cheval était un ingrédient secret chez les Simpsons. En 2013 arrive le scandale Spanghero, saison 5, épisode 19, un ennemi très cher. En 1995, la collègue bibliothécaire de Lisa est en réalité un robot. En 2011, des robots se chargent de classifier les livres dans la bibliothèque futuriste de l'université de Chicago. En 1995, les téléphones du futur sont capables de faire passer des appels en vidéo. En 2010, FaceTime a été créé. Saison 6, épisode 19, le mariage de Lisa. En 1996, un interphone high-tech ressemble étrangement à l'iPod première génération. En 2001, celui-ci sort justement pour la première fois. Saison 8, épisode 5, Bart chez les dames. En 1998, les enfants de Springfield jouent à un simulateur de travaux de la ferme. En 2009, il y a eu Farmville et depuis quelques années, les casques de réalité augmentée sont disponibles. Saison 9, épisode 12, un drôle de manège. En 1999, des radiations créent des tomates mutantes dans le monde des Simpsons. En 2013, la radioactivité nucléaire de Fukushima produit les mêmes abominations. Saison 11, épisode 5, une récolte d'enfer. C'est à ce moment que son père révèle qu'il est lui aussi un tailleur de pierre, ce qui donne le droit à Homer de rentrer dans la société. Après un rite initiatique, Homer fait enfin partie des tailleurs de pierre. Il peut ainsi profiter des multiples avantages dont jouissent ses membres, notamment les nombreuses soirées alcoolisées où ils sont conviés. Saison 6, épisode 12, Homer le Grand.
Dans Les Simpsons, la promotion de l'alcool est très présente. La série se moque souvent de Dieu, faisant passer les croyants pour des fragiles, comme les fils de Flanders, promotion de la pensée des extraterrestres et également, de temps en temps, de Satan à travers Les Simpsons Horror Show. Une statue publicitaire géante à l'image du diable a été vue dans Les Simpsons Horror Show 6, où elle a pris vie avec les autres personnages de publicitaires et a été convaincue par Bart Simpson de détruire Springfield Elementary School. Le diable apparaît également dans Simpson Horror Show 22, il est considéré comme étant responsable de Dieu, et lorsque Ned Flanders dit « Est-ce que cela peut empirer ?», puis il s'avère que le fantôme de Maud Flanders couche avec le diable. Le diable est l'époux du fantôme de Maud Flanders. Le diable est mentionné ou apparaît dans une dizaine d'épisodes, et il y a également la promotion du mariage gay, du mouvement LGBT qui fait partie de quelques épisodes des Simpsons. Magie, occultisme, sorcellerie. Autre dérive du cinéma, des séries et des films, c'est la sorcellerie qui est promue depuis des années, notamment avec Harry Potter, qui a banalisé l'occultisme et la sorcellerie, inversant les valeurs humaines et faisant croire que la sorcellerie, source de magie, est bonne. Énormément de séries sont animées autour de la sorcellerie. Buffy contre les vampires, Sabrina l'apprentie sorcière, qui est une série américaine et qui est tournée en dessin animé pour ABC en 1999-2000. En France, la série a été diffusée à partir du 3 septembre 2000 sur TF1, puis rediffusée sur Disney Channel et Canal J. D'autres séries comme Charmed, Supernatural, et il y en a tant d'autres qui touchent toute tranche d'âge, des dessins animés aux séries et sagas comme Harry Potter. Les jeunes, ainsi que les adultes, vont commencer à faire des recherches pour s'intéresser à la magie, pensant que tout le monde a accès à la magie et que c'est sans danger. Puis ils vont rapidement tomber sur la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, avec les produits dérivés. Les jeunes vont commencer par s'amuser avec des capes, des baguettes, puis aujourd'hui, on voit fleurir des Ouija commercialisés pour les enfants, chez Toys R Us et dans d'autres boutiques de jeux pour enfants. Mais le Ouija n'est pas un jeu, c'est de l'occultisme, l'appel d'esprit. Rowling ne crée pas de nouveaux types de sorcellerie imaginaire, mais au contraire, elle présente les pratiques apparues dans les temps anciens qui sont encore utilisées dans l'occultisme contemporain. Rowling reconnaît avoir recherché et étudié les pratiques occultes afin de rendre crédible son histoire. Les admirateurs de l'écrivain pourraient penser que les paroles magiques et dépourvues de sens introduites par elle sont comme une preuve de l'approche fantaisiste et excentrique de la sorcellerie. Mais ces drôles de paroles introduites dans son histoire n'ont que quelques modifications mineures par rapport à la sorcellerie réelle qu'elle décrit. Netflix ne fait pas exception à cette présence et promotion du satanisme, de l'occultisme, à travers son catalogue proposé de ses contenus exclusifs. La banalisation du satanisme est un de leurs buts, normaliser Satan, le démocratiser. Avec comme exemple leur production de la série Lucifer, où ils ont tout fait pour le rendre cool, séduisant, charismatique. Dans cette série, Lucifer est riche et a du succès avec les femmes, a du pouvoir. Ou plus récemment avec la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, le Temple Satanique, une organisation prônant entre autres la séparation de l'Église, de l'État et le droit à l'avortement, a publié cette semaine un communiqué dans lequel il est heureux d'annoncer que sa récente plainte contre Netflix et Warner Bros. A été conclue à l'amiable. Le Temple s'était ému de la représentation d'une statue dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, une série Netflix. Le Temple avait alors manifesté son intention de poursuivre Netflix et Warner Bros. Pour la violation des droits d'auteur, dommage à la réputation de leur entreprise et violation de copyright, réclamant la coquette somme de 150 millions de dollars. Selon le communiqué, le temple est désormais crédité dans le générique des 4 épisodes où figure la statue. On ignore en revanche les autres termes du deal car ils sont soumis à un accord de confidentialité. Le document Oil Satan, en français Gloire à Satan, est une production de Netflix faisant l'apologie du satanisme comme la voix de la raison. Le 1er mai 1989, aux États-Unis, Vicky Pauline, une jeune femme de 29 ans, apparaît sur le plateau de télé de l'animatrice Oprah Winfrey. À cette époque, les émissions de l'animatrice, The Oprah Winfrey Show, sont déjà diffusées à l'échelle nationale et réalisent une grande audience. En direct, Vicky Pauline révéla que sa famille fait partie d'une secte satanique qui remonte au XVIIe siècle, que ces satanistes exercent des professions respectables, avocats, médecins, agents de police. Derrière cette apparence respectable, ils s'adonnent à des sacrifices humains, à de l'inceste, à de la pédophilie, au cannibalisme. Spirit Cooking, c'était juste un dîner normal, a déclaré Marina Abramovic
ajoutant qu'environ 10 personnes étaient présentes. C'est en fait juste un menu normal que j'appelle la cuisine spiritueuse. Spirit Cooking, a expliqué Marina Abramovic, était une performance qu'elle a mise en scène dans un certain nombre de musées du monde entier dans les années 90, peignant des graffitis avec du sang de porc. Elle a également réalisé un livre en édition limitée qui contient diverses recettes. Celui se trouve entre autres dans la collection du Museum of Modern Art de New York. Je veux dire, ce monde est vraiment en train de se transformer en enfer, dit-elle à un moment donné en riant. Je suis complètement étonné, quelque chose est sorti de son contexte dans le but de gagner. Nous vivons dans un monde si étrange, dit-elle. Une vidéo YouTube de la performance qui a eu lieu à Zerinca Association par l'Art Contemporain à Paliano en Italie a été touchée par un grand nombre de commentateurs confus ce week-end. Le théoricien du complot et analyste des médias, Mark Dick, a écrit « Illuminati, Psycho, Podesta et Larry, à quoi vous attendez-vous d'autre ?» De l'art ou l'exposition de leur satanisme. En bas à droite, vous avez Marina Abramovic posant avec Lord Jacob Rothschild devant Satan convoquant ses légions. Hollywood. L'industrie cinématographique hollywoodienne comprend 3 pôles. New York, sphère financière, Hollywood, production, création, réalisation, et Washington, instance de protection et de surveillance. L'accord entre Hollywood et le ministère de la Défense repose sur un accord. Les producteurs peuvent disposer de tout le matériel nécessaire, porte-avions, sous-marins, images d'archives, conseils techniques, à condition que les films magnifient l'armée, exaltent l'héroïsme, le patriotisme, la camaraderie, et incitent ainsi, insidieusement, à s'y enrôler. Dès 1950, le Pentagone ouvre même un bureau de liaison au cœur même d'Hollywood pour chaque armée, terre, air, mer. Il détecte les projets intéressants et surveille de près ceux qui peuvent être dangereux et donne son accord pour l'utilisation de ressources du Pentagone ou de l'administration américaine. Puis, la collaboration devient plus difficile pendant la guerre du Vietnam, vaste sujet à controverse. Hollywood et le Pentagone se rapprochent à nouveau dans les années 80 au travers du symbolisme Top Gun. Emilio Pacul et Maurice Ronet ont réalisé à l'occasion de leur reportage Opération Hollywood un descriptif des différents types de coopération possibles entre le Pentagone et l'industrie cinématographique, dont nous retiendrons ces 3 degrés. La coopération de courtoisie et coopération se traduisant par une assistance technique et la fourniture d'images, exemple plan de sous-marin. L'ombre d'un soupçon bénéficia de ce type de coopération. La coopération matérielle, limited coopération, permettant sous la mise à disposition de certains sites de l'armée pour le tournage, ainsi qu'un nombre réduit de personnel. Ce fut le cas pour la Tour Infernale par exemple. Et la coopération totale, full coopération, assurant en supplément la mise à disposition de personnel, du contingent et de matériel utilisé pour le jour le plus long ou encore les bérets verts. La condition préalable à toute collaboration avec le Pentagone est l'autocensure. Éviter les sujets sensibles, exemple mutinerie, l'exécution d'un officier par un autre officier de l'armée, afin de ne pas être classé dans les showstoppers, qui se voient refuser toute aide de la part du Pentagone, et respecter les 4 critères de sélection d'un film. Continuer à améliorer la perception par le public de l'armée et du département de la Défense, soutenir l'effort de recrutement et de mobilisation de forces armées, être authentique dans la représentation des personnes, lieux, opérations militaires ou événements historiques, quitte à parfois s'arranger avec l'histoire afin de laisser une image toujours positive et légitime des actions du pouvoir de l'armée comme la défense. En ce qui concerne les fictions, il faudra veiller au réalisme de la représentation. La CIA a parrainé officiellement des films, fournit des consultants qui ajustent le scénario et conseillent le producteur. Mais si le Pentagone dispose d'un code précis permettant de réglementer sa collaboration avec Hollywood, que cela soit pour des films ou des séries télévisées, la CIA ne dispose pas des mêmes outils ni des mêmes règles. Le lien est discret et se traduit par exemple par la présence du directeur de la CIA, George Tenet, et du responsable de la sécurité nationale, Condoleezza Rice, à des premières de films ou encore à des citations dans le dossier de presse. Exemple, Charles Brandon, conseiller de la CIA à la représentation d'un film. Les relations entre la CIA et Hollywood se poursuivent à présent, en montrant la CIA sous un nouveau jour, avec les séries télévisées notamment Alias, The Agency, Threat, Matrix. Comme la CIA, le FBI et la NSA apparaissent de plus en plus associés aux films et séries, notamment à partir de 1985. Extrait de l'article de l'Express du 5 juillet 2004.
Hollywood, combien de divisions? Un mariage de raisons. La naissance de cet axe entre Hollywood et Washington remonte à la Première Guerre mondiale, quand Douglas Fairbanks et Charlie Chaplin parcouraient les États-Unis pour convaincre les Américains de souscrire aux emprunts que l'ensemble de la communauté cinématographique participait à l'effort de guerre. Cet engagement de toute une corporation prendra une tournure exemplaire 25 ans plus tard avec l'attaque sur Pearl Harbor qui voit Roosevelt conférer à Hollywood un rôle et un statut, celui d'une industrie essentielle à la guerre, dit-il alors. Après des études, de hauts responsables militaires US s'inquiétaient que les adolescents et adultes soient soumis à ce même genre d'entraînement hyper réaliste au travers de nombreux jeux vidéo type PlayStation ou de films de conditionnement du même style. Source Courrier International. Par conséquent, on peut se poser aujourd'hui la question de l'influence grandissante et inquiétante du cinéma, de l'industrie de l'entertainment sur les populations. De plus en plus de films violents sortent, préparent la population à une ultra-violence, une sorte de purge. D'autres films se rapprochent plus de la science-fiction comme Independence Day, Mars Attack, E.T., La Guerre des Mondes, Rencontre du troisième type, Invasion à Los Angeles ou encore des séries comme V. Tout est fait pour préparer le subconscient des téléspectateurs au projet Bluebeam, dénoncé par le journaliste indépendant canadien Serge Monast, même si pour le moment le projet Bluebeam reste une théorie. Quant aux stars de Hollywood, sont les esclaves de la drogue, l'argent, la renommée, le sexe, le pouvoir, le commérage et la cupidité. Aucune des grandes stars du cinéma n'a échappé au scandale. Chaplin et ses nymphes, Lana Turner et son amant poignardé, Marlène bisexuelle, Eric Von Stroheim et ses orgies démentielles. En 2019, la star de Batman, Christian Bale, sacré pour Vice, a ainsi remercié Satan de lui avoir donné l'inspiration pour jouer le rôle de l'ancien vice-président Dick Cheney. L'affaire Harvey Weinstein est la révélation publique de harcèlement et d'agression sexuelle commis par Harvey Weinstein, personnalité influente de l'industrie du cinéma américain. En octobre 2017, le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein, un producteur de cinéma américain renommé, de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. À la suite de ces accusations, de nombreuses autres personnalités féminines de l'industrie du cinéma accusent Weinstein de faits similaires. Weinstein dément avoir eu des relations sexuelles non consenties. Peu après la révélation des premières accusations, Harvey Weinstein est licencié de sa compagnie, la Weinstein Company, et exclu de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et d'autres associations professionnelles. Des enquêtes judiciaires et des plaintes sont lancées par 6 femmes à Los Angeles, New York et Londres. À la suite de cette affaire particulièrement médiatisée, de nombreuses personnalités publiques, issues notamment du monde du spectacle, se voient reprocher des faits similaires. Le 24 février, Weinstein est déclaré coupable de viol sur la personne de Jessica Mann et d'agression sexuelle sur la personne de Mimi Alei, mais disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur. C'est la première reconnaissance de culpabilité de l'ère post-MeToo. Weinstein risquait jusqu'à 25 ans de prison. Il a été condamné à 23 ans de prison le 11 mars 2020. Le juge James Burke a motivé son choix par l'absence totale de remords de l'accusé, la gravité de ses crimes et la nécessité de dissuader de commettre ce type de crime. Pédo Hollywood. Sabo est un artiste qui a piraté des panneaux publicitaires, les recouvrant de grandes voiles cramoisies portant des slogans crus et sans équivoque. Pour réussir son coup, le 28 février 2018, au matin, l'artiste a fait appel à une équipe de 6 personnes chargées de déplier et de fixer les toiles de 15 mètres sur 4. À la manière de la mère éplorée qu'incarne Frances McDormand dans le film, Sabo a pris soin de disposer ces 3 voiles à quelques centaines de mètres les unes des autres pour qu'elles soient toutes visibles dans un périmètre restreint. On était tous au courant, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Et l'Oscar du pire pédophile est attribué à « Donnez des noms sur scène ou fermez vos gueules ». À quelques jours des Oscars 2018, des panneaux publicitaires rouges vifs ont fait leur apparition à Hollywood, rappelant forcément l'un des favoris de la cérémonie annuelle, 3 Billboards. Les panneaux de la vengeance sur les hauteurs de Los Angeles et pour dénoncer la pédophilie à Hollywood. Corey Feldman va-t-il réussir à lever le voile sur un scandale sexuel qui pèse sur Hollywood depuis des décennies? C'est en tout cas bien parti, maintenant que de nouvelles preuves viennent confirmer les déclarations de longue date du comédien. Celui-ci a affirmé depuis longtemps qu'un réseau pédophile sévit à Hollywood, depuis longtemps, et que lui et de nombreux comédiens de sa génération en avaient été victimes. Alors qu'il affirmait que la police de Santa Barbara possédait des preuves, les responsables démentaient jusque-là la chose. Jusque-là.
Effectivement, puisqu'aujourd'hui, il semblerait que les pièces à conviction évoquées par Corey Feldman aient été retrouvées. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le porte-parole du bureau du shérif de Santa Barbara à USA Today. Apparemment, la déposition de Corey Feldman datant de 1993 se serait perdue au milieu d'une enquête qui entourait Michael Jackson à l'époque. C'est en tout cas ce qu'indique le communiqué. Suite aux récentes requêtes sur l'entretien du bureau du shérif avec M. Feldman en 1993, le bureau du shérif du comté de Santa Barbara a procédé à un examen supplémentaire des articles stockés dans le cadre de l'enquête Michael Jackson. Peut-on lire dans le communiqué: dans un conteneur qui comprenait les rapports originaux de l'enquête, le bureau du shérif a trouvé des copies de travail des enregistrements audio réalisés pendant l'enquête. Une copie de l'interview de M. Feldman a été retrouvée. L'enregistrement va être mis au service de police de Los Angeles. Voilà qui pourrait faire beaucoup de bruit dans une industrie déjà secouée par l'affaire Weinstein. Après le viol et le harcèlement dénoncés par de nombreuses comédiennes, le témoignage de Corey Feldman, qui cite visiblement nommément les coupables, pourrait faire tomber quelques têtes et pas des moindres. La télévision a également pris une place grandissante depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout avec la guerre du Vietnam, où la télévision a fait entrer la guerre dans tous les foyers, que les autorités politiques et militaires ont compris l'importance de ce nouveau médium, la nécessité de le contrôler et de gagner cette guerre psychologique. Pour empêcher les journalistes de filmer n'importe quoi, il faut les incorporer dans des corps d'armée qui les canalisent et dont ils finissent par partager la vision des événements. On en arrive alors à la guerre filmée en direct, à l'heure des grands journaux télévisés américains, comme en Somalie, en 1993, où finalement, on ne voit plus aucun cadavre. Une guerre propre donc. Parfois, la TV ne montre que des victimes, amis, pour éveiller la compassion, mais surtout pas de morts ennemis, pour ne pas évoquer la puissance destructrice de l'armement de son propre camp, pour alimenter l'idée d'une guerre sans dégâts collatéraux. Aujourd'hui, certaines grandes chaînes d'information émettent 24 heures sur 24, projetant parfois en boucle les mêmes images. Ce procédé force les journaux écrits à éditer des suppléments illustrés pour tenter de rattraper leur audience. La concurrence au niveau de l'image est féroce et chaque média veut gagner cette bataille. Le cinéma dépend d'un choix, d'y aller ou non, d'un effort, changer de lieu, s'habiller, permet une convivialité entre amis. Il permet de prendre du recul et de différencier le réel et le virtuel, du cinéma par un lieu propre, la salle de projection, l'extinction des lumières et son rallumage en début et fin de séance. La télévision fonctionne comme le colon dévastateur de notre intérieur, de notre appartement comme de notre personne, en occupant le temps du téléspectateur. Ces nouvelles séries ont donc renversé les règles. Elles ont pris une importance démesurée dans nos vies, conditionnant notre image physique comme morale selon nos modèles télévisuels, nos horaires, nos rapports humains, notre disponibilité, repas devant la télé, nos comportements, nos valeurs, nos ambitions, notre sexualité, notre devenir en somme. Le téléspectateur se retrouve ainsi exproprié de son temps, de son histoire, de son rythme existentiel. Manger, dormir, parler, se distraire, rêver, aimer, partager, recevoir. Et des siens qui se règlent et se dérèglent sur les tranches horaires télé. Messages subliminaux. On a observé un peu plus tôt les messages subliminaux cachés dans les films Disney, la série Les Simpsons. Maintenant, on va entrer un peu plus au cœur du sujet de ces messages agissant sur le subconscient. Dans son étude, le père Reginbald fait une rapide généalogie du rock'n'roll depuis l'époque d'Elvis Presley, au cœur des années 50 jusque vers le début des années 80. Dans un deuxième temps, l'auteur met en évidence l'existence de ce qu'il intitule les messages subliminaux, dont plusieurs groupes usent fréquemment dans les enregistrements de leurs différents albums. Ces groupes sont les suivants: Led Zeppelin, Rolling Stone, Styx, The Who, Beatles, Queen, Hello, Rush, The Dead Kennedys, Alice Cooper et le groupe Black Sabbath, Eagles, Pink Floyd, Santana, Black Rock, Arkansas, etc., etc. Suite à ces investigations, le père Reginbald définit la nature des messages subliminaux, dresse une typologie de ces différents textes cryptés et finalement, à force d'exemples, démontre le caractère pervers. L'auteur parle de viol de la conscience que peuvent comporter certains types de musique comme le hard rock. Comme l'indique le mot subliminal, du latin subsu, et l'émen seuil, il s'agit de la transmission d'un message destiné à atteindre l'auditeur juste en dessous du seuil de sa conscience.
Pareil, message échappe à l'oreille, aux yeux, au sens externe et pénètre dans le subconscient profond de l'auditeur, lequel est totalement sans défense contre cette forme d'agression. Dans le rock'n'roll, les messages transmis d'une façon subliminale ont un contenu très varié. La perversion sexuelle sous toutes ses formes, l'appel à la révolte contre l'ordre établi, la suggestion au suicide, l'incitation à la violence et au meurtre, la consécration à Satan. Le phénomène évoqué concerne les années 70-80. N'a que peu de rapport avec celui qui est présent depuis les années 90. Les messages subliminaux dont étaient affectés un nombre important de chansons de type hard rock des années 80 ont aujourd'hui quasiment disparu et sont en revanche supplantés par d'innombrables affirmations clairement satanistes. Finalement, face à une censure quasi inexistante en la matière, les allusions naguère implicites ont laissé place aux invocations résolument explicites. Le réalisme des expressions, le caractère ouvertement blasphématoire des intentions ont succédé à ce qui déjà constituait un viol de la conscience et une atteinte flagrante à la liberté religieuse. Les messages subliminaux sont parmi les éléments qui attirent le plus l'attention dans la publicité, la télévision, le cinéma et l'art en général. Un message subliminal est un message ou un signal conçu pour être perçu en dessous, du seuil minal de conscience. Le message subliminal peut être un message intégré dans une chanson, inaudible pour l'esprit conscient mais compréhensible pour l'inconscient. Il s'agit aussi d'images diffusées si brièvement, durant par exemple 1/10 de seconde, qu'elles passent inaperçues à la conscience tout en étant perçues inconsciemment. Le sujet peut ne pas consciemment percevoir le message mais le recevoir inconsciemment. La détection de messages subliminaux dans la publicité, la littérature, le cinéma ou la télévision relève de l'exploit. Cela conduit parfois à repérer un mot dessiné à l'aide de nuages ou plus simplement un élément qui surgit dans la scène et en modifie totalement le sens. Images subliminales dans les publicités. Il s'agissait d'une anecdote rapportée en 1957 par James Vicary, alors responsable marketing dans l'État du New Jersey, États-Unis. Ce dernier affirmait que grâce à l'insertion d'images subliminales telles que « buvez du Coca-Cola » ou « mange du popcorn », les ventes avaient augmenté de 18% pour le Coca-Cola et de 50% pour le popcorn. Cependant, Vicary a avoué avoir inventé ces données et depuis, ces résultats n'ont jamais été répliqués. Il a été prouvé de manière expérimentale que la présentation subliminale de messages publicitaires n'aurait des impacts que dans des conditions très limitées. En cinéma, 24 images défilent par seconde. En insérant une image hors contexte, promotionnelle par exemple, cette dernière ne s'affichera que 0,04 secondes et ne pourra donc pas être perçue consciemment par le spectateur, mais peut être enregistrée par le cerveau malgré tout. Des études montrant notamment qu'un stimulus subliminal peut attirer l'attention. La technique est évoquée et mise en œuvre dans la fiction du film Fight Club de David Fincher. En effet, le personnage de Tyler Durden, incarné par Brad Pitt, apparaît furtivement à 4 reprises au début du film, à 3 minutes 57, 6 minutes 04, 7 minutes 15 et 12 minutes 06. De même, la dernière image du film, 2h10 40 secondes, est constituée d'une image subliminale. Il s'agit, comme dans le film Persoa d'Igmar Bergman, d'un pénis en référence au fait que Tyler lui-même insère des images subliminales obscènes dans les films pour la famille qu'il projette. En France, pendant la 2e édition de l'émission Popstar diffusée sur la chaîne M6, le 6 décembre 2001, un téléspectateur affirma avoir détecté 33 images de l'appareil photo Kodak Fun. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a mené une enquête au terme de laquelle elle a estimé plausible l'inadvertance de cette insertion. Le CSA rapporte que sur cette même chaîne, le 29 mai 2003, une image subliminale représentant le logo de Freedom White a été insérée dans le générique de parrainage de l'émission Caméra Café et avant le début de la fiction. Le CSA note que cette image réapparut dans des conditions similaires les 27, 28 et 30 du même mois et écrivit à la chaîne pour lui rappeler les termes de la recommandation adoptée le 27 février 2002 et pour demander des explications sur ces insertions. L'élection de François Mitterrand. Peu avant la campagne présidentielle de 1988, le visage du candidat et président sortant, François Mitterrand, serait apparu discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2, devenue France 2. Les images furent rapidement retirées et le procès intenté pour manipulation électorale fut perdu, car l'image durait plus d'un 20e de seconde, ce qui excluait la qualification de subliminal. L'affaire avait été révélée par Jean Montaldo. Messages subliminaux et musique. Lady Gaga.
Les vidéos et performances de Lady Gaga sont extrêmement symboliques et remplies de messages subliminaux visibles. Bad Romance décrit le fonctionnement interne, sombre et rituel de l'industrie du divertissement en représentant Lady Gaga comme une esclave sexuelle. En 2012, la police d'Indonésie, pays musulman le plus peuplé de la planète, a interdit de concert à Jakarta Lady Gaga, diva trash de la pop et militante des droits des homosexuels, après des plaintes d'islamistes qualifiant l'américaine de satanique. Nous sommes très contents que la police ait empêché cette destructrice de la foi de venir dans ce pays, a déclaré à l'AFP le président du Front, Habib Salim Al-Tas, peu après l'annonce de l'interdiction. Nous sommes bien entendu en opposition avec elle, elle ne porte que des culottes et un soutien-gorge, elle est très dangereuse pour les jeunes générations. Elle a elle-même dit qu'elle était le messager du diable, a-t-il ajouté. Dans les clips de Lady Gaga, il y a des références au programme de contrôle de mental MKUltra de la CIA, Metropolis de Fritz Lang, L'œil d'Horus et le bouc Baphomet. Lady Gaga, en voyage à Londres, la jeune chanteuse aurait pris un bain de sang puis aurait laissé des traces de sang dans une des chambres de l'hôtel. Une femme de ménage de l'Intercontinental Hotel à Londres aurait affirmé que les personnels de l'établissement auraient trouvé une baignoire remplie de sang dans la chambre de la chanteuse. Lady Gaga a laissé de grandes quantités de sang durant son séjour cet été. L'incident a été rapporté par le concierge à qui on a dit d'oublier tout ça, a-t-elle déclaré sur le site Truthcake. Lady Gaga et Marina Abramovic à la soirée Cuisine de l'Esprit en juin 2015 de Marina Abramovic, soirée qui fait clairement référence au cannibalisme. Lady Gaga boit du sang dans la même soirée, les invités mangent des gâteaux en forme d'êtres humains. Céline Dion. La chanteuse a lancé une ligne dite non genrée pour les moins de 14 ans. Elle veut casser les codes vestimentaires des filles et des garçons. La ligne de vêtements, lancée par Céline Dion en collaboration avec la marque israélienne Nounounous, a valu à la chanteuse québécoise une accusation de satanisme par le père John SF. L'exorciste soupçonne la musicienne d'appartenir à un esprit organisé visant à tromper les enfants. Rihanna. Le 1er février 2012, à 6h55 du matin, Rihanna a tweeté « Fuck you Satan, fuck right off », traduisé dans le sens large du terme « va te faire foutre Satan ». Dans les paroles de ces chansons, il y a du satanisme, du sexe, du pouvoir, de l'argent, des messages subliminaux. Dans le clip de la chanson Umbrella, feat. Jay-Z, on peut penser que Rihanna a deux rôles. Dans un premier temps, elle joue un démon, qui tente de la posséder en la séduisant, mais elle joue aussi son propre rôle. C'est une sorte de dialogue entre le diable et elle. C'est Jay-Z qui commence la musique. Jay-Z joue le rôle d'une personne qui a toujours été sous la protection du diable et qui est comme possédée. Dans son clip, elle est sur une chaise à cornes et a des griffes. Ses danseurs font comme s'ils étaient possédés. Dans un autre clip, S&M, Rihanna tient un bloc-notes sur lequel on peut lire « Rihanna the Princess of Illuminati ». Toutes les performances de Rihanna sont pleines de signes des Illuminati, l'œil, la pyramide, la sexualisation. Beyoncé. La chanteuse dit que Sasha Fierce est née pendant le tournage de son succès de 2003, Crazy in Love. Dans une interview avec le magazine People, Beyoncé affirme que son alter ego est strictement pour la scène, avec le rédacteur de l'article qui décrit Sasha Fierce comme l'alter ego sensuel et agressif de la chanteuse. À la plus tard dit à MTV, Sasha Fierce est amusante, la plus sensuelle, la plus agressive, le côté le plus franc et le côté encore plus glamour qui sort quand je travaille et quand je suis sur scène. Plus tard, interviewée par le magazine Marie-Claire, elle révèle qu'elle se sent possédée par son alter ego sur scène. J'ai créé un alter ego. Ce que je fais quand je suis sur scène, je ne le ferai jamais normalement. Je révèle des choses sur moi-même que je ne ferai pas dans une interview. J'ai des expériences hors de mon corps sur scène. Si je me suis coupé les jambes, si je tombe, je ne l'ai même pas senti. Je suis tellement sans peur que je ne suis pas consciente de mon visage ou de mon corps. Elle a fait une chanson sur des sextapes, Vidéophone, qui fait des jeux de mots sur le pénis de son mari Ego, qui a fait une chanson entière pour dire à quel point elle était la meilleure que tout le monde sur tous les points. Diva, Single Ladies est l'un des clips qui a le plus de messages subliminaux avec Bad Romance de Lady Gaga, Run This Town de Jay-Z, Rihanna et Kanye West. Il critique Dieu et rend hommage à Lucifer. Il montre la confrontation de la lumière et des ténèbres. Le décor est en noir et blanc. En 2020, Beyoncé remix Savage de Megan Thee Stallion et fait référence à son intention de rejoindre la plateforme d'adhésion populaire OnlyFans. Ips TikTok quand je danse. À cette heure du démon, elle pourrait lancer un OnlyFans. Rappe-t-elle
lors de son deuxième couplet. On reviendra sur OnlyFans plus tard. Katy Perry, dans son clip Dark Horse, apparaît sous les traits de Cléopâtre, au pied d'un palais égyptien de carton-pâte. La jeune femme, rebaptisée Katy Patra, pour l'occasion foudroie tous ceux qui n'auraient pas l'heure de lui plaire. Vient le tour d'un prétendant bling-bling recouvert de bijoux qui tente de la séduire, la belle à coups de gros diamants. Petit détail, il porte autour du cou une chaîne avec le mot Allah écrit en arabe. Là, le jeune homme finit en poussière et son pendentif aussi par la même occasion. C'est là que le bas blesse. L'action n'a beau durer que quelques secondes, elle n'a pas échappé à la vigilance de certains, car l'islam considère la destruction du nom de Dieu comme un blasphème. Dans ce clip, il y a l'utilisation de symboles comme l'œil d'Horus. Katy Perry ne cesse de faire la promotion de la sexualité précoce, l'homosexualité, la magie et le matérialisme dans ses clips. Dans son clip Bon Appétit, elle fait la promotion du cannibalisme, spirit cooking. Imposture du rap. Le rap nous vient des ghettos aux États-Unis. Le mot rap est composé de 3 lettres, R, A, P, qui réfèrent Rhythm and Poetry, rythme et poésie en anglais. Mais le mot rap vient aussi du verbe anglais to rap, qui signifie parler, baratiner, tchatcher. Le mot rap serait aussi le single de Rage Against the Police. Les années 80 sont celles de l'explosion du rap. Il s'agit d'une véritable musique populaire de rue qui développe ses propres thèmes. D'une part, sous l'influence de la Zulu Nation d'Africa, Bambata, qui voyait dans le hip-hop le moyen d'éloigner les jeunes de la drogue et des gangs et d'émuler leur créativité. D'autre part, en tant que témoignage d'une vie difficile, rap hardcore. Initialement issu des quartiers défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-être et aux revendications des jeunes qui les habitent. Mais on le voit bien aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui s'est produit, les propos violents ou crus sont fréquents. Volontiers, provocateur, inspire à faire des délits. Le rap est à la fois un phénomène social et une forme artistique à part entière. La culture hip-hop, dont le rap est popularisé pour la première fois en France, est répandue partout dans le pays grâce à l'animateur DJ et musicien Sydney, dont l'émission Hip-Hop, diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984, est la première au monde entièrement hip-hop. L'essor du rap français se fait à partir des années 1990. Les paroles des rappeurs d'aujourd'hui ne veulent plus rien dire. C'est un appauvrissement du langage, l'utilisation des mêmes ondes, la promotion de l'idéologie des trafics pour réussir et obtenir du respect. D'un côté, on trouve la glorification de la violence, du côté gangster, ghetto, de parcours passant par la casse-prison, et de l'autre celui prônant les violences policières, la victimisation. Ces deux types de rap emmènent donc à se sentir rejeté du système, de la société française, et donc se tourner vers une société parallèle, celle de l'argent dit facile, de la criminalité, trafic de stupéfiants, d'armes, voire même l'organisation de réseaux de prostitution. Mais l'argent sale n'est pas si facile que ça. La vie réelle n'est pas une série ou un film. Dans tous ces milieux-là, ça tourne mal un jour ou l'autre. Je ne dis pas que tous ces trafics sont nés du rap ou que ces criminels écoutent tous du rap, mais que ce genre de musique véhicule des messages banalisant ces agissements. Pour faire des rappeurs actuels des modèles, les clips sont toujours plus bling bling, tournés comme des films. D'ailleurs, certains de ces rappeurs sont des acteurs comme Lacrim, Caris, Moira Squad, Sosomanes ont fait leur propre série et plus récemment, Canal+ a produit la série Validé pour illuminer l'empire du rap. Le soutien de Jack Lang pour le rap n'étonne pas quand on creuse un peu du côté de Skyrock. Le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, a été reconnu coupable de corruption de mineurs en novembre 2008. Pierre Bélanger, en première instance, avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis et 15 000 € d'amende. La Cour d'appel de Paris l'a finalement condamné à 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Il échappe donc à la prison ferme. L'accusation reprochait à Pierre Bélanger d'avoir favorisé la corruption de Laetitia, 17 ans au moment des faits, en l'initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupes homosexuels ou sadomasochistes, y compris avec la participation de sa sœur aînée. Une ancienne femme du patron de Skyrock a expliqué qu'il préférait des jeunes car cela garantissait un ego et une personnalité peu développée. Dans une note saisie par des policiers, Cathy s'était engagée auprès de Pierre Bélanger à dresser et à amener d'autres jeunes femmes dans le lit du maître. Le 12 avril 2011, Pierre Bélanger est démis de ses fonctions de directeur général. Durant 2 semaines, des personnalités passeront apporter leur soutien pour la radio et également pour Pierre Bélanger. Parmi ces personnalités, François Hollande, Jacques Lang, François Mitterrand, Rachida Dati,
Jean-Luc Mélenchon. Le 22 avril 2011, Pierre Bélanger est immédiatement rétabli au poste de président-directeur général fondateur du groupe Skyrock. Le site de blog skyblog.com, fondé par Pierre Bélanger en décembre 2002, est à l'origine du réseau social skyrock.com. Dès son origine, ce site a rencontré un fort succès auprès d'un public jeune, principalement francophone. Le 21 janvier 2010, Skyrock avait été choisi par le service d'information du gouvernement pour diffuser des messages gouvernementaux en direction des jeunes. La plateforme Waga fut lancée en collaboration avec Skyrock. De nombreuses dérives ont vu le jour, avec des mineurs se connectant à leur blog, activant leur webcam, échangeant avec des inconnus, ce qui a amené beaucoup de mineurs à se montrer dénudés ou avec des stupéfiants, alcool, etc. Je me permets d'ajouter une autre information, on reviendra dessus au chapitre 10. À l'été 2002, Pierre Bélanger a connaissance de l'existence du système Alert Amber créé au Texas en 1996 puis étendu à l'ensemble des États-Unis, qui consiste à impliquer tous les médias dans la recherche active d'un enfant disparu. Il imagine aussitôt qu'il soit transposable en France et communique son existence aux autorités. La convention Alerte Enlèvement sera signée en 2004 par les différents diffuseurs et les autorités gouvernementales concernées. Cette initiative lui vaudra la médaille de chevalier de la Légion d'honneur, remise le 14 juillet 2008. La convention Alerte Enlèvement a été déclenchée 24 fois depuis 2006. Doit-on rappeler le nombre de disparitions de mineurs chaque année en France ? Ce dispositif a servi à endormir la masse sur les enlèvements d'enfants. Chaque année pour la France, le chiffre d'enlèvement de disparition d'enfants officiel est de 51 287. Sur ce chiffre, 49 846 sont des disparitions dues à une fugue. Les enlèvements parentaux représentent 523 disparitions et il y a 918 disparitions inquiétantes. Les réseaux sociaux ont vu le jour aux États-Unis peu de temps après la propagation d'Internet dans les années 1990. Le premier réseau social à avoir réuni toutes les catégories de base pour faire quelque chose de complet est 6degrés.com. En 1997, cependant, en 2000, le site a dû fermer malgré des millions d'utilisateurs par manque d'argent depuis 6degrés.com. La création de nouveaux réseaux sociaux n'a cessé d'augmenter. Les réseaux sociaux sont venus chambouler le social, les interactions entre êtres vivants, le commerce, où tout doit être direct et rapide. Avec leur évolution sur les smartphones, les notifications ont vu le jour. Pour venir, jouer sur vos émotions. Et voici qu'apparaît une notification pour un like, une demande d'amis, un follower, un commentaire, message, un contenu publié par une personne que vous suivez. Cette façon de communiquer change entièrement notre façon de vivre et de consommer. Il y a de nombreux points positifs, comme le fait de pouvoir communiquer avec une amie à travers la planète ou de la famille, mais il engendre aussi une nouvelle façon de penser, formant des foules virtuelles, mais qui agissent sur le réel, des communautés, de la confrontation, des débats anciennement argumentés qui deviennent maintenant des torrents d'insultes et de haine. Les réseaux sociaux sont le réseau des réseaux. Du réseau de dealers de quartier à celui international, des réseaux de recrutement terroriste sous la bannière d'humanitaire, des ventes déloyales, dropshipping, recrutement de prostituées, pédocriminalité, fake news, propagation de haine. LinkedIn est créé en 2002 en Californie, États-Unis, qui devient un réseau professionnel très actif. En novembre 2015, le site comptait plus de 400 millions de membres issus de 170 secteurs différents d'activité dans plus de 200 pays et territoires. En France, il y a environ 10 millions de membres actifs. MySpace est un site web de réseautage social fondé aux États-Unis en août 2003 qui met gratuitement à disposition de ses membres enregistrés un espace web personnalisé permettant de présenter diverses informations personnelles et diffère un blog. Il héberge notamment de nombreuses pages internet, de groupes de musique et de DJ qui y entreposent et présentent leurs dépositions musicales. Le site possède aussi un système de messagerie et permet par ailleurs d'envoyer ses photos. C'est en 2004 que la création de Facebook a vu le jour par Mark Zuckerberg alors qu'il est étudiant encore à Harvard. Pour la petite histoire, au lancement de Facebook, il fallait impérativement une adresse mail universitaire contenant harvard.edu. Pour s'inscrire, cela veut dire qu'à son lancement, Facebook était un réseau social fermé. En 2007, Facebook connaît une ascension phénoménale en France. C'est seulement lors de sa mise en ligne traduite en langue française le 10 mars 2008 que les inscriptions montèrent en flèche. Pour ce qui est de Mark Zuckerberg, on est au courant de l'histoire qui ne serait pas forcément le créateur de Facebook même, mais qui aurait volé l'idée.
YouTube est un site d'hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, 3 anciens employés de PayPal, et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Le service est situé à San Bruno en Californie. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés. En 2020, chaque mois, YouTube compte plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés. Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Bill Stone et Noah Glass. Le service en ligne est rapidement devenu populaire. Le 5 mars 2017, il compte 313 millions d'utilisateurs actifs par mois. 500 millions de tweets sont envoyés par jour et est disponible en plus de 40 langues. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets sur Internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 280 caractères, 140 caractères jusqu'en novembre 2017. Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos fondé et lancé en octobre 2010 par l'américain Kevin Systrom et le brésilien Michel Mike Krieger. Depuis 2012, l'application appartient à Facebook. Elle est disponible sur plateformes mobiles de type iOS, Android et Windows Phone et également sur ordinateur avec des fonctionnalités réduites. L'âge minimum requis pour utiliser Instagram est de 13 ans. Instagram revendique plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 75% d'utilisateurs en dehors des États-Unis, selon les chiffres officiels fournis en juin 2018. Snapchat est lancé en septembre 2011 sur l'application Store d'Apple, puis en novembre 2012 sur Android. C'est une application gratuite de partage de photos et de vidéos de la société Snap Inc. Disponible sur plateforme mobile, iOS et Android, elle a été conçue et développée par des étudiants de l'université Stanford en Californie. L'application est accessible dès 13 ans. OnlyFans a été lancé en 2016 en tant que site web à destination des artistes des médias sociaux, leur proposant de faire payer le visionnage de leurs clips et de leurs photos à leurs fans sous forme d'un abonnement mensuel. On sait peu de choses sur la société mère Phoenix International Limited. En février 2020, le site comptait 20 millions d'utilisateurs enregistrés et prétendait avoir versé 400 millions de dollars à ses 200 000 créateurs de contenu. En mai 2020, le PDG Tim Stoe-Kelly a déclaré à BuzzFeed que le site gagne environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 7 000 à 8 000 nouveaux créateurs s'inscrivent chaque jour. En 2017, ByteDance lance TikTok, une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social, la version de Douyin pour les marchés situés hors de Chine. Les deux applications sont très similaires mais fonctionnent sur des serveurs différents et ont des contenus différents afin de respecter les exigences de la censure d'Internet en République populaire de Chine et le grand firewall. Ainsi, TikTok n'est pas accessible en Chine, tandis que Douyin n'est présent que sur les magasins d'applications chinois. Les chiffres réseaux sociaux 2020 annoncent 3,5 milliards d'utilisateurs actifs, soit 45% de la population mondiale. La progression de l'utilisation des réseaux sociaux est fulgurante avec 8,7% d'utilisateurs supplémentaires par rapport à 2019. Nous reviendrons sur l'utilisation des big data dans le chapitre 9, nous reviendrons également sur le recrutement par les réseaux sociaux dans le chapitre 6 et nous reviendrons sur l'hypersexualisation par les réseaux sociaux dans le chapitre 10. Réseaux sociaux, dépression, cyberharcèlement. 97% des adolescents font usage des réseaux sociaux les plus populaires. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal met en lumière les risques des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Le rapport, paru dans le journal scientifique JAMA Pédiatrique, estime que Facebook, Twitter, Instagram et les autres avaient une influence bien plus néfaste que les jeux vidéo. Les scientifiques canadiens ont mesuré le temps d'exposition et la nature des contenus regardés sur les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo et l'ordinateur de 4000 jeunes Canadiens. Et ils ont constaté que les ados qui abusaient des réseaux sociaux et de la télévision présentaient plus de symptômes dépressifs que les autres, tels qu'un sentiment d'inutilité et des pensées morbides. Selon les chercheurs, ces sentiments sont surtout dus au fait que les jeunes consultent beaucoup de sites, les encourageant à se comparer aux autres. Ils sont donc plus enclins à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes.
Que savent ces riches cadres tech sur les propres produits que leurs consommateurs ne savent pas, écrivent Joe Clement et Matt Miles. En 2007, Bill Gates, ancien directeur général de Microsoft, avait imposé une limite de temps devant un écran quand sa fille avait commencé à développer un attachement malsain à un jeu vidéo. Aussi, il ne laissait pas ses enfants avoir de téléphone portable jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen pour qu'un enfant ait un premier téléphone portable est de 10 ans. Steve Jobs, qui était le PDG d'Apple jusqu'à son décès en 2012, a révélé dans une interview avec le New York Times en 2011 qu'il interdisait à ses enfants d'utiliser le nouvel iPad. Après des décennies de baisse constante, les suicides et les symptômes dépressifs chez les jeunes âgés de 13 à 18 ans sont repartis à la hausse aux États-Unis depuis 2010, et pas qu'un peu, une tendance d'autant plus préoccupante chez les adolescentes. Chez les jeunes filles, le taux de suicide a augmenté de 65% entre 2010 et 2015 et a été multiplié par 2 depuis la fin des années 1990. Tels sont les résultats d'une grande étude menée par une équipe de psychologues affiliés aux universités de San Diego et de Floride sur la base de 2 enquêtes rassemblant 506 820 individus. En outre, la hausse spectaculaire du taux de suicide et des symptômes dépressifs chez les adolescents coïncide avec le boom des appareils connectés et de la fréquentation des réseaux sociaux. En 2015, 92% des adolescents américains possédaient un smartphone. Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messagerie instantanée, forums, chats, jeux en ligne, courrier électronique, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, etc. Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture, le sexting, c'est la concentration de sexe et de texting, on peut le définir comme des images produites par les jeunes 17 ans et moins qui représentent d'autres jeunes et qui pourraient être utilisées dans le cadre de la pornographie infantile. Contrôle climatique, géo-ingénierie. La géo-ingénierie est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre et par extension d'une planète en première intention et à grande échelle. L'objectif est généralement correctif plus que préventif. Le préventif relevant plutôt du génie écologique et de l'éco-conception. Elle ne doit pas être confondue avec la géo-ingénierie du sous-sol, mine. Une définition française, produite par un groupe réuni par l'Agence nationale de la recherche, se voulant constructive et non dogmatique, publiée en 2014, est « La géo-ingénierie de l'environnement correspond à l'ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d'effets de la pression atropique sur l'environnement. Il importe de bien distinguer la géo-ingénierie qui met en jeu des mécanismes ayant un impact global sur le système planétaire terrestre, des techniques et pratiques d'atténuation ou ayant simplement un impact local. Les scientifiques cherchent alors à provoquer des pluies ou dompter des tornades, à des échelles locales, puis des propositions de géo-ingénierie ont été étudiées et parfois expérimentées par des armées en tant qu'armes de guerre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, des tentatives peu concluantes sont faites pour modifier le climat des États-Unis dans les années 1950 et 1960. Puis, lors de la guerre du Vietnam, au début des années 1970, certains États s'inquiètent des effets des expériences faites par les pays riverains. Ainsi, en 1975, le Canada et les États-Unis signent un accord bilatéral relatif à l'échange d'informations sur les activités civiles de modification du temps. En 1977, les usages militaires sous l'effet de l'opinion publique notamment sont retrouvés par les Nations Unies par la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. L'opinion publique et la plupart des scientifiques, selon l'historien de la météorologie aux États-Unis James Fleming, qui évoque rétrospectivement en 2006 une histoire pathologique des modifications du climat et qui dénonce en 2010 cette volonté démiurgique de contrôler le ciel et le climat. Le GIEC a ensuite précisé qu'il ne recommandait
aucune stratégie d'atténuation ou politique climatique et qui ne recommandait pas la géoingénierie comme une façon de limiter le réchauffement global à moins 1,5-2 degrés à la fin du siècle. Selon le rapport ANR 2014, page 7, le concept et ou le mot géoingénierie a chez certains un effet anxiogène évoquant des expériences prométhéennes ou d'apprentis sorciers, alors que pour d'autres, il a un effet libérateur et évoque une voie qui éviterait d'avoir à se préoccuper des émissions de gaz à effet de serre des énergies fossiles et pourrait même éventuellement être une source de valeur. Dans le reportage Les apprentis sorciers du climat, produit en 2015, Arte fait le point sur l'état de ces technologies capables de modifier le climat à l'échelle locale et désormais planétaire. Loin des clichés conspirationnistes, on y aborde les véritables enjeux de civilisation et cette scission très marquée entre ceux qui veulent perpétuer leur business as usual, industrie, conservateurs, capitaux, et ceux qui aspirent à une nouvelle ère de raison, loin du culte de la croissance, mode de vie, durabilité, transition. Dans un discours du 29 juin 2016, John Brennan, directeur de la CIA, fait part de sa circonspection pour l'ensemble des technologies rassemblées sous le vocable géo-ingénierie et en particulier pour l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Malgré son efficacité pour inverser le réchauffement climatique pour un coût modéré, il en ponte les risques technologiques et géopolitiques. Pour rafraîchir le climat, ces ingénieurs veulent bloquer la lumière du soleil. Au Nouveau-Mexique, les géo-ingénieurs du projet Scopex envisagent d'injecter des particules en altitude à la manière d'une éruption volcanique pour atténuer la luminosité des rayons du soleil et ainsi rafraîchir le climat. Cette expérience de perturbation stratosphérique contrôlée, Scopex, doit être menée par un chimiste et un physicien de l'université de Harvard, Massachusetts, Franklin Koch et David Case, sous la supervision d'un comité consultatif indépendant. D'un coût de 3 millions de dollars, elle est financée par des fondations privées et des milliardaires, notamment Bill Gates, dans le cadre d'un programme de recherche sur la gestion du rayonnement solaire. L'ambition de Scopex est de rafraîchir le climat à la manière d'une grosse éruption volcanique en injectant des aérosols, de la pollution en somme. Après avoir pensé au soufre, l'équipe envisage de libérer de petites panaches de carbonate de calcium. Mais ce n'est qu'un début, car selon les climatologues, la seule façon de connaître les effets d'une action sur le climat est de la déployer à vaste échelle, sur plusieurs décennies. Or, dans le cas de ces injections de particules dans la stratosphère, les travaux de modélisation laissent présager d'importants dégâts collatéraux, sécheresse en Afrique, perturbation des moussons en Asie. Dès août 2019, environ 40 fondations et ONG ont signé une lettre ouverte adressée aux 8 membres du comité consultatif du projet Scopex pour leur demander de retirer leur participation. De précédentes tentatives d'injection de particules dans la stratosphère, comme le projet SPICE au Royaume-Uni en 2011, ont déjà été annulées devant le tollé provoqué. La CIA veut prendre le contrôle du mauvais temps. Pourquoi envahir un pays quand on peut l'inonder ou l'assécher pour le ruiner? Les États-Unis semblent vouloir faire du temps une arme de destruction massive. 16 millions de tonnes de neige grâce à des produits chimiques. Pagaille à Pékin après des averses de neige artificielle. En Chine, le Bureau des modifications météorologiques a essuyé une tempête de critiques pour avoir provoqué des chutes de neige sur Pékin. La tentation de refroidir la planète. Le climatologue Edward Bard détaille les recherches pour contrer le réchauffement climatique en cas d'aggravation brutale. Si rien ne change, il redoute le nécessaire recours à ces solutions extrêmes. L'ingénierie du climat, un remède controversé, des chercheurs exposent les risques d'une intervention scientifique destinée à refroidir la Terre. Géo-ingénierie assumée en Chine. En novembre 2020, la Chine a révélé son intention d'étendre son programme expérimental de modification de la météo. Son système de modification météorologique couvrira 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 1,5 fois la taille de l'Inde. Dans un communiqué, le Conseil des affaires d'État annonce que l'Empire du Milieu disposera de ce système révolutionnaire d'ici 2025 grâce à des avancées technologiques. D'après eux, le gouvernement pourra produire de la pluie ou de la neige artificielle sur des millions de kilomètres carrés et supprimer la grêle sur 580 000 kilomètres carrés. La technique d'ensemencement des nuages existe depuis longtemps. L'introduction d'iodure d'argent dans des cumulus emplis d'humidité les alourdit et accélère les précipitations.
Une étude de la Fondation nationale pour la science aux États-Unis, publiée cette année, confirme que cette technique peut augmenter les chutes de neige dans une vaste zone. Entre 2012 et 2017, la Chine a dépensé plus d'1 milliard d'euros dans ses programmes de modification du temps.